Je m'appelle Charlie, 25 ans. Chaque année à avaler des kilomètres de bitume, à dormir là où le moteur décide de mourir, à trimballer toute ma vie dans un vieux sac militaire posé sur la banquette arrière d'une Corolla de 94 qui gémit à chaque fois qu'on ose la pousser au-dessus de 60. L'université, j'ai essayé. Une année et demie avant que tout ne s'écroule. Pas parce que j'étais stupide, juste pas fait pour ça. Assis dans un amphi à écouter un prof réciter des passages de littérature classique, je sentais déjà que ma vie n'aurait rien à voir avec les livres. Je peux lire, oui, mais lentement. Comme si chaque mot devait être traîné à la main dans la boue. Je ne suis pas un intellectuel, mais je sais travailler. Donne-moi une friteuse, un balai, un grille, je ferai le job, sans broncher. Je n'ai jamais cherché les titres, les galons, les compliments. Ce que je cherche, c'est la paye. Et pas pour moi. Pour Sam, mon petit frère. 16 ans, cerveau en or massif, il parle de physique quantique et de théorie mathématique comme moi je parle de burger. Je fais semblant de suivre, je hoche la tête et il sourit, poli comme toujours. Mais il sait, il a toujours su que le cerveau c'était pour lui et les corvées pour moi. Et ça me va très bien. Maman n'est plus là. Papa travaille encore dans une usine dont les murs suintent la fatigue. Alors je fais ce que je peux. Un peu d'argent ici, une carte essence, là, un nouveau calculateur scientifique, quand Sam casse le sien à force de l'emmener partout. Il me dit toujours « Gardons pour toi, Charlie ». Mais je ne l'écoute jamais. Je n'ai besoin de rien. Une douche chaude, un café, un canapé propre, le reste c'est du luxe. Et me voilà, encore une fois, dans un dîner miteux à la sortie d'une route déserte. Un néon tremblotant au-dessus de la porte annonce fièrement « Grady's Chicken Stop ». Mais le mot « stop » est le seul qui s'allume encore. Ironique, non? Un endroit où tout le monde finit par s'arrêter, pour de bon. Le panneau indique « Ouvert 24 heures sur 24 », mais en réalité, la vie ici ne commence qu'après 10 heures du soir. Quand les routes se vident, quand les lampadaires clignotent, quand le silence devient une sorte de langage. Les clients du soir ne posent jamais de questions, et ceux qui en posent ne reviennent pas toujours pour entendre les réponses. C'est là que je t'ai vu. Toi, le nouveau. Tes mains dans les poches, ton regard qui évite les taches jaunâtres du plafond. Tu pensais que c'était un job comme un autre. Erreur. Tu viens de poser les pieds dans un lieu qui ne devrait pas exister. Et maintenant, c'est à moi de t'expliquer comment survivre à ta première nuit. Tu vois, Grady's n'est pas un restaurant comme les autres. C'est vieux, beaucoup plus vieux que les couches de peinture qui tentent de cacher son âge. Avant, c'était un McDonald's, puis un KFC, puis un tas de cendres en 1962. On a reconstruit sur les mêmes fondations sans jamais déplacer la porte du sous-sol, celle qui mène maintenant à la salle des hommes. Et depuis, tout ce qu'on a repeint au-dessus n'a servi qu'à cacher les traces, pas à les effacer. Les locaux racontent qu'un enfant est mort ici, dans les années 70. D'autres jurent qu'un employé a disparu en 1999, laissant sa veste dans le vestiaire et son badge posé sur la caisse. Mais personne n'en parle trop fort. Ici, le silence est une forme de prière. La vérité, je ne sais pas si ces histoires sont vraies. Mais il y a une chose que je peux te garantir. À partir de minuit, ce restaurant n'appartient plus aux vivants. Et c'est à ce moment précis que les règles commencent. Charlie se tourne vers toi, son regard lourd de fatigue, mais chargé d'une sincérité glaciale. Écoute-moi bien, petit. Ce boulot, tu crois que c'est une chance, mais c'est un test. Il y a des choses ici qu'il vaut mieux ne jamais voir. Et surtout, ne jamais ignorer les règles. C'est tout ce qui te sépare d'une mort ou de quelque chose de pire. Il te sourit, un sourire triste, un peu complice, le genre de sourire qu'on fait avant d'avouer qu'il n'y a plus d'issue. Avant de continuer, prends une grande inspiration, parce que ce qui va suivre va changer ta façon de voir les fast-foods. Et si tu veux survivre à ce qui t'attend ici, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Tu vas vite comprendre pourquoi. Tu crois peut-être que je plaisante.
que tout ça c'est juste du folklore pour effrayer les nouveaux. Mais non. Ici, les règles ne sont pas là pour décorer la porte du vestiaire. Elles sont la seule barrière entre la routine et le cauchemar. Tout commence dans le placard à balai. Une petite porte blanche, coincée entre la machine à glaçons et le congélateur. Tu la remarqueras à peine, sauf si tu tends l'oreille. Il y a toujours ce bruit sourd, comme un murmure étouffé derrière le bois. Certains disent que ce sont les tuyaux, d'autres préfèrent ne pas y penser. Sur l'intérieur de la porte, scotchée depuis des années, il y a une feuille jaune pâle, les coins recourbés, l'encre presque effacée. Écrite en lettres épaisses au marqueur noir, règle numéro 1, commence ton service correctement. Simple, hein? Mais c'est la plus importante. Tu la violes une seule fois et tu ne finis pas ton service. Je te montre. Regarde bien, c'est la routine que j'appelle le changement rapide. 3 minutes. Pas une de plus, pas une de moins. Chaque geste compte. Chaque geste te garde vivant. Étape 1, le panneau. Tu commences toujours par là. Tu sors, tu retournes le panneau d'entrée. De ouvert à fermé. Oui, même si le restaurant reste ouvert. C'est pas pour les clients ce panneau. C'est un signal. Tu vois, à partir d'une certaine heure, d'autres clients commencent à venir. Eux viennent quand la ville dort. Et ce panneau leur dit « Vous pouvez entrer. Le monde des vivants a fini son service. » Mais il sert aussi à prévenir les humains un peu trop curieux, ceux qui auraient la mauvaise idée de s'arrêter pour un café à minuit. Crois-moi, tu ne veux pas leur servir le petit déjeuner de l'autre côté. Étape 2, le nettoyage du comptoir. Tu dois retirer toute trace d'ail. Oui, même la sauce. Tu peux la jeter, la cacher dans le frigo, la foutre dehors, peu importe. Mais il ne doit rien rester d'ail dans la salle. Pas une goutte, pas une effluve. Les trolls et les vampires le sentent à des kilomètres. Et quand ils le sentent, ils s'affolent. L'année dernière, un nouveau, un type nommé Rick, a oublié un petit pot fermé. Même pas ouvert, tu vois, juste posé sur le plan de travail. 5 minutes plus tard, un troll a déboulé. 1,90 m de muscles gris, des yeux jaunes et une odeur de rouille. Il a senti le pot et il a pété les plombs. Il a renversé 2 tables, arraché la machine à soda et tenté de balancer une poubelle à travers le drive. Tout ça à cause d'un pot de sauce. Depuis, Rick n'a plus jamais reparlé, littéralement. Certains disent qu'il a la langue brûlée, d'autres pensent qu'elle a été prise. Étape 3, le ketchup, la moutarde et les bretzels. Tu poses les bouteilles rouges et jaunes bien en évidence sur le comptoir. Ensuite, tu cherches sous la caisse un petit panier tressé et un sachet de bretzels salés. Tu ouvres le sachet, tu verses les bretzels dans le panier et tu le poses au centre du comptoir. C'est pour les gobelins. Oui, tu m'as bien entendu. Des gobelins. Petits, nerveux, avec des doigts fins et des yeux ronds comme des billes. Ils apparaissent sans prévenir. Un instant, tu es seul. Et l'instant d'après, ils sont là. Perchés sur la machine à soda ou accroupis sur le distributeur de serviettes. 5 ou 6 à la fois. Toujours silencieux. Toujours observateurs. Mais ne panique pas. Ils ne te feront rien. Pas tant que le panier est prêt. Ce sont eux qui nettoient quand la nuit tombe. Ils débouchent les éviers, réparent les friteuses, grattent les grilles et vident les poubelles. Personne ne leur dit comment faire. Ils savent. Instinctivement. Et ils travaillent vite. Très vite. Mais seulement si tu leur offres le sel des bretzels. Parce que le sel, c'est ce qui les lie au lieu, ce qui les garde ici, dociles. Sans sel, ils s'ennuient. Et quand un gobelin s'ennuie, il s'amuse. La dernière fois qu'on a oublié le panier, ils ont glissé des fourchettes dans le grille-pain, fait sauter les plombs et bloqué la porte avec des morceaux de panier en métal. Une autre fois, ils ont piégé le jukebox pour qu'il ne joue qu'une seule chanson pendant 6 heures, un vieux titre country. Je te jure, j'entends encore de refrains quand je ferme les yeux. Le changement rapide. 3 minutes, pas une plus. Panneau, sauce, ketchup, moutarde, bretzel. Toujours dans cet ordre.
Pas de distraction, pas d'erreur. Tu finis avant que la pendule ne frappe minuit. Sinon, les portes s'ouvrent avant que tu sois prêt, et si tu n'es pas prêt, alors eux le sont. Je te regarde et je vois ce mélange dans ton visage, scepticisme et peur, je comprends. Je l'avais aussi au début. Mais tu verras. Après quelques nuits ici, tu ne te poseras plus de questions. Parce que les réponses, tu ne voudras plus les entendre. Et pendant que tu termines la mise en place, écoute. Sous la plaque de cuisson, il y a ce chuchotement, cette respiration lente, comme si le restaurant lui-même attendait quelque chose. C'est normal. C'est le moment où Gradise se réveille. Charlie s'essuie les mains, puis te fixe, son visage à moitié éclairé par la lumière du néon rouge clignotant. Bienvenue dans le vrai service de nuit, gamin. Et souviens-toi, tant que tu suis la première règle, t'as une chance de ressortir entier. Tu n'as pas vu le pire. La prochaine règle te dira ce qu'ils mangent réellement et ce que tu ne dois jamais leur servir. Alors, avant de continuer, fais comme les survivants de Gradise. Abonne-toi à la chaîne Nuit d'Aurore, parce que ce qui vient d'ensuite ne te laissera plus dormir. On dit souvent que la nuit appartient aux rêveurs, mais ici, elle appartient aux fins qu'on ne comprend pas. La deuxième règle, gamin, c'est la plus difficile à retenir, parce qu'elle demande plus que de la prudence. Elle demande de comprendre ce qu'on sert, et surtout, à qui. Sur la feuille jaunie dans le placard, il est écrit « Règle numéro 2, c'est ce qu'ils mangent. » Tu crois que c'est facile? Que ces créatures commandent un simple menu de 2 pièces frites boissons? Tu te trompes. Les monstres sont des clients exigeants et ils ne pardonnent pas les erreurs. Tout commence avec les vampires. Tu les reconnaîtras tout de suite. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils passent la porte comme une ombre qui aurait oublié son corps. Toujours bien habillé, toujours propre, et toujours avec ce regard vide, celui qui te traverse sans jamais te voir. Ils commandent peu. 2 tenders, une salade de choux, pas de sauce. Jamais de sauce. Et surtout pas de sauce à l'ail. Tu crois que t'as bien nettoyé? Regarde encore. L'odeur de l'ail pour eux, c'est comme de l'acide dans les poumons. Une seule goutte, et leur peau commence à cloquer. Leurs veines à noircir sous la surface, comme si le feu leur coulait dedans. Tu n'oublies qu'une seule fois. Après, tu retiens. Ensuite, il y a les loups-garous. Eux, tu les entends avant de les voir. Leurs pas pèsent plus lourd que la peur. Leurs mains tremblent comme s'ils se retenaient de te déchirer la gorge à chaque respiration. Mais tant que tu respectes la règle, ils restent calmes. Ennemi, le sirop à la menthe. Tu sais, celui qu'on met dans la citronnade pendant la journée. Vert vif, sucré, un peu poisseux quand il sèche. À la lumière du néon, il brille comme du poison. Et pour eux, c'en est un. Un soir, Chris, un collègue, a servi par erreur un verre de citronnade mentholé à l'un d'eux. Il n'a pas eu le temps de s'excuser. Le gobelet est tombé, le loup a rugi et tout le restaurant a tremblé comme un cœur sous l'orage. On a retrouvé Chris le lendemain dans le parking, la gorge intacte, mais les yeux retournés à l'envers, comme s'il avait vu quelque chose qu'aucun humain ne devrait jamais voir. Et puis, il y a les sirènes. Elles sont belles, trop belles. Leur voix coule comme du miel, leur rire résonne comme une chanson qu'on croit déjà connaître. Mais leur beauté n'a qu'un but, te faire oublier la peur. Et quand tu oublies la peur, c'est fini. Elles ne cassent pas les tables, elles ne hurlent pas. Mais si tu laisses le froyeur à sec, si l'huile brûle ou si le sucre vient à manquer, elles se mettent à chanter. Pas le chant qu'on décrit dans les contes,
Pas celui qui te charme, non. C'est un chant qui dérègle la réalité. Les murs se mettent à onduler, les ombres s'étirent, ton corps devient lourd et tu sens ton esprit glisser, comme si la gravité changeait de direction. Il y a eu Steph, une fille du service de nuit. Elle a eu le malheur de manquer de tarte un soir. Une sirène a chanté un seul mot. Un seul. Steph a quitté le restaurant sans un mot, et 2 jours plus tard, on l'a retrouvée debout dans une chambre froide d'un Wendy's à 4 villes d'ici, les pieds dans l'eau gelée, les yeux fixés sur le vide. Elle ne savait plus nager, elle ne savait plus vivre. Alors retiens ça. Tant que les friteuses sont pleines et que le sucre coule, les sirènes ne chantent pas. Sous le comptoir, il y a un vieux classeur rouge. C'est notre Bible, notre grimoire. Un classeur épais, couvert de taches, rafistolé avec du ruban adhésif. À l'intérieur, chaque page porte un nom. Pas des employés, des habitués, des monstres. Une page par client, leurs préférences, leurs interdits, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, et surtout ce qu'ils ont déjà fait. Certaines pages sont barrées, d'autres encerclées, mais celles qui sont marquées d'un trait rouge, gamin, ce sont les pires. Quand tu tombes sur un nom souligné de rouge, tu serres vite, tu souris pas, tu n'essaies pas de sympathiser. Ces créatures-là ne veulent pas de ton amitié. Elles veulent ton erreur. Personne ne sait qui a commencé le classeur, il est là depuis toujours. Certains disent qu'il appartenait au premier gérant, celui qui a disparu. D'autres pensent qu'il s'écrit tout seul. Moi, je crois juste qu'il est vivant, parce que parfois, les pages changent. Des noms apparaissent, d'autres disparaissent, et personne n'a jamais vu quelqu'un écrire dedans. Charlie referme doucement le classeur et pose sa main dessus. Tu vois, ce bouquin, c'est ce qui nous sépare du chaos. Tant qu'on sait ce qu'ils veulent, ils nous laissent en paix. Mais si tu te trompes de commande, tu deviens leur repas. Les monstres sont comme les humains. Ils détestent être déçus. Sauf que ils ne se contentent pas de te crier dessus. Ils te font disparaître du menu. Et le pire, c'est quand un nouveau client entre et qu'il n'est pas encore dans le classeur rouge. Parce que dans ce cas, tu ne sais pas quoi lui servir. Et lui, il sait déjà ce qu'il veut. Toi. Respire un bon coup, parce que la prochaine règle ne parle plus de monstres. Elle parle de ceux qui ont perdu leur place parmi les vivants. Mais avant de continuer, si tu veux connaître la vérité sur les enfants morts qui mangent gratuitement, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur. Tu ne regarderas plus jamais un restaurant de nuit de la même façon. Tu crois avoir tout vu? Les vampires, les loups, les sirènes? C'est rien. Rien à côté de ce qui t'attend maintenant. Parce que la 3e règle ne concerne pas des monstres. Elle concerne ceux qu'on a aimés, ceux qu'on a perdus, et qui refusent de comprendre qu'ils ne respirent plus. Sur la vieille feuille jaunie, juste en dessous des 2 premières lignes, on peut lire, à moitié effacé, « Règle numéro 3. Les enfants morts mangent gratuitement. » Quand tu vois ça la première fois, tu crois à une blague macabre. Mais le rire meurt vite la nuit où tu les vois entrer. Ça commence toujours pareil. Le restaurant est calme, les néons ronronnent doucement, la friteuse grésille et l'odeur du gras se mêle à celle du café brûlé. Puis, sans que la clochette de la porte ne sonne, tu lèves la tête et ils sont là. Des enfants. Pas un bruit, pas un souffle. Juste eux, debout, au milieu de la salle, les yeux tournés vers le sol. Comme s'ils s'étaient perdus en chemin et ne savaient pas où aller. Ils apparaissent toujours en petits groupes, 2, 3, parfois 4, serrés les uns contre les autres, les doigts glissés dans les manches de leurs pulls trop grands. Ce qui choque, c'est leurs vêtements. Jamais adaptés à la saison. Un garçon en t-shirt alors que la neige tombe dehors. Une fillette en doudoune et chaussons en plein été. Un autre, les cheveux encore trempés,
comme s'il venait de sortir de l'eau. Un soir, j'ai vu une petite fille avec des chaussettes d'hôpital et des slippers roses. Ses cheveux dégoulinaient, et son ombre ne touchait pas le sol. Elle m'a regardé à travers la vitre du comptoir, et j'ai juré entendre un battement de cœur qui n'était pas le mien. Il ne parle jamais, jamais. Ils s'approchent juste du comptoir, un à un, et pointent du doigt ce qu'ils veulent. Des frites? Un milkshake? Des nuggets? Rien d'exotique, rien d'horrible, juste des choses d'enfant. Et toi, tu obéis. Tu prépares, tu sers, tu tends le sac. Tu ne demandes pas d'argent. Tu ne demandes pas de nom. Tu ne demandes rien. Parce que la règle est claire. Les enfants morts mangent gratuitement. Ne fais jamais l'erreur de leur réclamer quoi que ce soit, même pas un sourire. Tu les laisses repartir sans un mot, sans un au revoir. Et une fois qu'ils ont franchi la porte, tu pries pour qu'ils ne reviennent pas. Mais ils reviennent toujours. Certains disent que c'est parce qu'ils ont faim. D'autres parce qu'ils ont peur d'oublier le goût du monde. Moi, je crois qu'ils cherchent quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé. Le moment où ils sont morts. Sur Internet, il y a des vidéos à leur sujet. Des chaînes entières qui racontent des histoires d'enfants disparus, vus rôdant autour d'écoles fermées, d'hôpitaux abandonnés ou de parkings de fast-food. Des visages flous sur des caméras de sécurité. Des rires d'enfants enregistrés dans des endroits vides. La plupart sont des canulars, mais parfois on tombe sur une vidéo et tu sens dans ton ventre que ce n'est pas du jeu. On raconte qu'ils ont les yeux entièrement noirs, qu'ils parlent avec des voix d'adultes, qu'ils frappent aux portes la nuit pour demander « Je peux rentrer ? J'ai froid !» Et ceux qui ouvrent ne sont plus jamais les mêmes. Certains disparaissent. D'autres restent, mais changent. Comme si une partie d'eux avait été remplacée. Ici, à Grédise, il y a une rumeur. Une vieille histoire que les employés se passent, comme une prière murmurée dans l'huile chaude. Elle parle d'un incendie dans les années 70. Une garderie. Aucun enfant n'en est sorti. Mais depuis, des témoins jurent avoir vu des petits corps noircis errer près des ruines, les yeux fixés sur la route, attendant qu'on s'arrête. Ils ne demandent pas d'aide, ils ne crient pas, ils regardent. On dit qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont morts. Alors ils cherchent encore le goûter, le bus scolaire ou quelqu'un pour les ramener à la maison. Et quand personne ne vient, ils marchent jusqu'ici, chez Grédise. Là où la lumière ne s'éteint jamais vraiment. J'étais vu trembler la première fois qu'ils sont apparus. Je comprends, c'est normal. La peur que tu ressens, c'est la seule preuve que tu es encore du bon côté. Moi, je ne tremble plus. Je me contente de leur donner ce qu'ils demandent. Parce que dans leur silence, il y a quelque chose de plus fort que la mort, la nostalgie. Tu veux savoir le pire ? Certains employés pensent qu'en leur offrant d'amarité, on les retient ici, qu'ils reviennent non pas parce qu'ils ont faim, mais parce qu'on les nourrit d'attention, et que tant qu'ils mangent, ils se rappellent. Ils se rappellent qu'ils ont existé, et peut-être qu'ils souffrent encore. Alors on continue, parce que c'est la règle, parce que la nuit, les règles sont la seule chose entre toi et eux. Charlie te fixe longuement, les yeux humides, mais la voix ferme. Si tu veux leur faire plaisir, ajoute toujours une frite de plus dans le sac. Ils adorent ça. Et surtout, ne leur tourne jamais le dos avant qu'ils soient partis.
Le restaurant se tait. Les friteuses s'arrêtent. Une petite silhouette traverse la salle sans bruit. Et tu comprends soudain que parfois, les fantômes ne hantent pas les lieux où ils sont morts, mais ceux où ils ont été oubliés. Et maintenant que tu connais leur histoire, tu n'es plus tout à fait un simple employé. Tu fais partie de Grady's. Et tu n'en sortiras pas indemne. Mais avant de découvrir ce que boivent les créatures de la nuit, avant de plonger dans la règle suivante, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur. Parce que la prochaine fois que tu sentiras l'odeur du café brûlé, tu te demanderas si c'est vraiment un humain qui l'a préparé. Le café ici, gamin, ce n'est pas une simple boisson. C'est un signe de vie, une promesse, une frontière. Tu crois que j'exagère? Attends de voir. Sur la feuille jaunie, les lettres sont presque effacées, comme si quelqu'un avait essayé de les gratter pour les faire disparaître. Règle numéro 4, garde toujours le café plein. À Grady's, le café n'est pas pour les clients humains, il est pour eux, les vrais habitués, les créatures qui traversent le voile chaque nuit cherchant un peu de chaleur dans une tasse brûlante. Le café, c'est ce qui les calme, c'est leur encre. Sans lui, ils deviennent nerveux, agités, et tu ne veux pas voir un démon manquer de caféine, crois-moi. Les grains qu'on utilise ne viennent pas du fournisseur habituel. Pas de carton, pas de marque, pas d'étiquette. Ils apparaissent tout simplement. Chaque fois que le sac est vide, le lendemain, un autre t'attend dans le congélateur, entouré d'une ficelle rouge et marqué d'un petit symbole gravé au couteau, tête de mort. L'odeur est unique, âcre, épaisse, comme un mélange de terre brûlée et de chocolat amer. Une odeur qui ne quitte pas tes doigts même après le savon. Le vieux Mick, un ancien du restaurant, disait toujours « Tant qu'il y a du café qui coule, les morts restent tranquilles. » Je pensais que c'était une métaphore, jusqu'à la nuit où la cafetière est tombée en panne. C'était vers 3 heures du matin. Silence total. Même les gobelins étaient partis, laissant derrière eux des traces de sel. La machine a craché une dernière bouffée de vapeur, puis plus rien. Un cliquetis sec, un souffle éteint. J'ai attendu. 5 minutes, 10. Et puis, j'ai entendu le bruit. Pas fort, mais précis. Comme si quelque chose rampait sous la cafetière. Un grattement, un déplacement lourd, un souffle court. Et puis, sans prévenir, la machine s'est rallumée toute seule. L'eau s'est mise à bouillir, le parfum s'est répandu dans la pièce et le silence est revenu. Depuis ce soir-là, je sais qu'il y a quelque chose sous cette machine. Quelque chose qui veille à ce qu'elle fonctionne. Et si elle s'arrête trop longtemps, il se manifeste. Quand tu brasses le café, ne cherche pas à comprendre. Ne regarde pas trop longtemps à travers la vapeur. Tu pourrais y voir des formes, des visages, des reflets qui bougent sans toi. Certains soirs, quand la fatigue me ronge, je jurerais voir des mains se tendre dans le verre de la cafetière, comme si quelqu'un essayait de sortir. Mais j'ai appris à ne plus fixer, parce que ce qu'on regarde finit toujours par nous regarder en retour. Le numéro de Graziano's est noté sur un vieux téléphone à cadran sous la caisse. Pas d'adresse, pas de site web, juste un nom et une ligne fixe. Quand tu décroches, une voix décroche instantanément. Pas un mot. Elle attend. Alors tu dis juste l'habituel. Et tu raccroches. Tu ne poses pas de questions. Tu n'en as pas besoin. Le lendemain, les grains sont là. Toujours. Tu remplis le filtre, tu appuies sur le bouton, tu laisses couler. Ne tente jamais de réparer la machine. Ne touche pas au panneau. Ne frappe pas dessus. Et surtout, ne la démonte pas. Si elle s'arrête, tu la débranches. Tu attends et tu utilises la percolatrice de secours, celle qui se trouve au fond du garde-manger. Oui, celle qui sent la rouille. Elle est lente, mais sûre. Les monstres n'aiment pas attendre, mais ils respectent la patience. C'est leur seul point commun avec les humains.
Certains soirs, quand la fatigue me ronge, je jurerais voir des mains se tendre dans le verre de la cafetière, comme si quelqu'un essayait de sortir. Mais j'ai appris à ne plus fixer, parce que ce qu'on regarde finit toujours par nous regarder en retour. Le numéro de Graziano's est noté sur un vieux téléphone à cadran sous la caisse. Pas d'adresse, pas de site web, juste un nom. Et une ligne fixe. Quand tu décroches, une voix décroche instantanément. Pas un mot. Elle attend. Alors tu dis juste l'habituel. Et tu raccroches. Tu ne poses pas de questions. Tu n'en as pas besoin. Le lendemain, les grains sont là. Toujours. Tu remplis le filtre. Tu appuies sur le bouton. Tu laisses couler. Ne tente jamais de réparer la machine. Ne touche pas au panneau. Ne frappe pas dessus. Et surtout, ne la démonte pas. Si elle s'arrête, tu la débranches, tu attends, et tu utilises la percolatrice de secours, celle qui se trouve au fond du garde-manger. Oui, celle qui sent la rouille. Elle est lente, mais sûre. Les monstres n'aiment pas attendre, mais ils respectent la patience. C'est leur seul point commun avec les humains. Certains soirs, des créatures viennent juste pour le café. Elles s'assoient dans le coin, sans rien dire, et boivent lentement, les yeux fermés, comme si chaque gorgée leur rappelait une époque révolue. Une époque où elles étaient encore quelqu'un. Tu pourrais penser que c'est triste, mais ici, la tristesse est la seule chose encore humaine. Une nuit, j'ai demandé à Joey, tu le rencontreras bientôt, pourquoi le café semblait si important pour eux. Il m'a répondu sans quitter les écrans. Parce que c'est le seul liquide qui coule encore entre les deux mondes. Je n'ai pas compris sur le moment, mais plus tard, j'ai vu un vampire se pencher au-dessus de sa tasse et revoir son reflet dans le liquide noir. Et j'ai compris. Le café, c'est un miroir liquide, un passage, une prière et peut-être une punition. Alors, retiens bien ça, gamin. Tant que le café coule, Grédys brise fort. Si le café s'arrête, quelque chose d'autre prend sa place. Charlie baisse la voix, le regard fixé sur la cafetière qui frémit. Ne laisse jamais le pot vide, même si tu es seul. Surtout si tu es seul. Tu comprends maintenant pourquoi je dis que Grédys est plus qu'un simple restaurant. C'est un lieu d'échange, un pont entre ce monde et celui d'après. Et chaque tasse servie est une négociation silencieuse. La nuit n'est pas terminée. La prochaine règle ne parle plus de client, elle parle d'un employé. Un homme qui ne dort jamais. Un homme qu'on appelle Joey. Mais avant de descendre dans son couloir, avant de comprendre ce que signifie travailler après la mort, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur, parce que la prochaine partie t'expliquera pourquoi certains employés ne rentrent jamais chez eux. Il y a des présences qu'on ressent avant même de les voir, des silences si denses qu'ils semblent respirer. Joey, c'est ça, un silence qui pense. Derrière la cuisine, après le couloir des friteuses, il y a une porte sans poignée, juste un numéro peint à la main, 6. C'est l'ancien bureau du manager. Aujourd'hui, c'est la chambre de Joey. Sur la feuille jaunie, la 5e ligne dit simplement « Règle numéro 5, donne à Joey sa tasse de café ». Ça paraît idiot, non? Mais ici, c'est la règle la plus humaine et peut-être la plus triste. Joey ne sort presque jamais. Tu ne le verras qu'une ou deux fois si tu restes longtemps, et encore, ce sera toujours dans la pénombre, le visage à moitié éclairé par la lumière bleue de ses écrans, parce que Joey, c'est lui qui veille. Il regarde tout, chaque angle, chaque allée, chaque ombre qui s'approche du restaurant. Il voit les choses avant qu'elles n'arrivent. Et souvent, c'est ce qui nous sauve. Mais Joey est mort. Oui, mort.
Et pourtant il est là. Pas un zombie, pas un spectre, quelque chose entre les deux. Un employé que la mort a refusé de libérer. Sa peau est grise, presque lisse, comme si le sang avait quitté son corps depuis des années. Ses mains tremblent légèrement quand il attrape la tasse, mais il ne renverse jamais une goutte. Ses vêtements ne changent pas, un vieux jean, un sweat à capuche usé, des bottes ternies. Ils ne se salissent pas, ils ne se lavent pas non plus. Ils restent figés. Comme lui. Certains pensent qu'il a passé un pacte avec la mort, qu'il a échangé son repos contre une éternité de service. Peut-être qu'il a voulu protéger quelqu'un, peut-être qu'il a commis une erreur si grave que le faucheur l'a condamné à rester debout jusqu'à la fin des temps. Quand tu entres dans sa pièce, ne parle pas tout de suite. L'air y est plus croade qu'ailleurs, comme si la température refusait d'obéir au monde des vivants. Les écrans diffusent les images des caméras de sécurité. Devant lui, sur le bureau, il y a un mug blanc, toujours vide. C'est à toi de le remplir. Tu lui apportes un café noir avec un peu de crème. Toujours chaud, toujours à la même heure. Pas avant, pas après. Sinon, il te regardera avec ses yeux sans lumière et tu sentiras que quelque chose s'arrête en toi, comme un battement de cœur qui hésite. Je me souviens de ma première fois. Je tremblais tellement que la tasse s'est mise à teinter contre la soucoupe. Il a levé la tête, ses lèvres se sont étirées dans un sourire sans chaleur, et d'une voix si basse que j'ai cru l'entendre à l'intérieur de moi, il a dit « Merci Charlie, tu tiens bien ton rôle. » Son rôle, pas son boulot, son rôle, comme si tout ça n'était qu'une pièce et que lui en connaissait la fin depuis longtemps. Il raconte parfois des histoires, jamais les mêmes. Un soir, il m'a dit qu'il avait été boucher et qu'il avait nourri ce qu'il n'aurait pas dû nourrir. Une autre nuit, il affirmait être chauffeur de bus, conduisant la ligne des âmes perdues, un trajet qui traversait les cimetières et ne s'arrêtait jamais. La semaine dernière, il m'a parlé d'un guichet de banque qui prêtait de l'argent aux morts et où chaque retard de paiement coûtait qu'une vie. Aucune version ne se répète, mais toutes ont un point commun. Elles parlent du travail, de tâches à accomplir, de dettes à solder, comme si la mort ne punissait pas les âmes, mais les condamnait à continuer de travailler. Joey ne dort pas, il ne mange pas, mais il observe. Et grâce à lui, rien ne nous surprend. Pas les ombres qui se glissent sous les portes, pas les silhouettes qui traversent la route sans laisser de traces, pas même l'homme au large sourire qui attend chaque nuit sous le lampadaire cassé. Il t'en parlera bientôt, celui-là. Tu dois toujours le remercier, même s'il ne répond pas, parce que sans lui, le restaurant tomberait dans le silence absolu. Et dans ce silence, quelque chose d'ancien se réveillerait. Charlie fixe la porte de la salle 6, les yeux perdus dans la pénombre. Je crois que Joey n'est pas vraiment puni. Je crois qu'il est là pour une raison. Il garde la ligne entre ce qu'on sert et ce qu'on devient. Alors retiens bien, gamin. Tant que Joey boit son café, Gredis reste debout. S'il refuse son café, il est déjà trop tard. C'est la règle 5, la plus intime, la plus lourde, celle qui te rappelle que même dans la mort, il existe encore des gens qui se lèvent pour travailler. Et toi, si tu es encore là à ce stade, si tu sens ce frisson dans ton dos, c'est que tu comprends enfin, Gredis n'est pas un restaurant. C'est une frontière, et Joey en est le gardien. Mais la frontière commence à se fissurer, et ce qui se tient derrière attend son tour. La dernière règle te l'expliquera, la plus importante de toutes, celle qui décide si tu peux partir ou si tu resteras, ici, avec Joey. Avant de la découvrir, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur, parce que la prochaine règle parle de ce qui attend dehors.
Chaque nuit a une fin. Mais à Gray disent, la fin n'est jamais paisible. Elle est précaire, fragile comme une flamme dans le vent. Quand l'aube approche, que les derniers monstres ont bu leur café et quitté les lieux, il te reste encore une tâche, la plus importante de toutes, celle qui t'empêche de disparaître avec la nuit. Sur la feuille jaunie, l'écriture s'estompe presque complètement, mais on distingue encore, en lettres tremblées, règle numéro 6. Trace les lignes de sel. Tu prends le sac. Il est lourd, plus que du simple minéral. Le sel, ici, n'a pas le goût de la mer. Il est plus épais, légèrement humide, presque vivant. Quand tu le verses dans ta main, il s'accroche à ta peau, comme s'il refusait de tomber. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu commences à tracer. Devant la porte d'entrée, d'abord, un trait continu du seuil jusqu'au mur. Pas de brèche, pas de trou, pas de fente. Une seule ligne blanche et pure. Tu répètes à voix basse, « Pour fermer, il faut d'abord tracer. » Personne ne t'a appris cette phrase. Mais à chaque fois que tu l'as dit, la pièce semble respirer plus calmement, comme si le bâtiment lui-même écoutait. Ensuite, tu passes au guichet du drive. Le sel glisse le long du rebord intérieur, formant une barrière invisible. Puis, à la porte arrière, celle près du congélateur, là où le vent s'engouffre toujours un peu plus fort, là où lui se tient. Il n'a pas de nom officiel, mais tout le monde ici l'appelle Monsieur Widemouth. Le nom vient d'un vieux fil Internet, une légende d'un autre temps. Mais ici, ce n'est plus une histoire. C'est un visiteur régulier. Chaque nuit, quand le restaurant commence à se vider, si tu regardes dehors, de l'autre côté du parking, tu le verras. Toujours au même endroit, sous le lampadaire cassé, celui qui ne s'allume jamais. Debout, immobile. Il ne bouge pas, il ne parle pas, mais son sourire s'étire trop loin, d'un coin de la joue à l'autre, comme s'il essayait d'imiter un humain et qu'il avait trop bien réussi. Les anciens disent qu'il attend. Pas toi, pas moi, mais le moment. Celui où quelqu'un oubliera de tracer les lignes. Celui où le sel sera mouillé, dispersé, effacé. Alors, il avancera. Personne ne sait ce qu'il veut vraiment. Mais on a vu ce qui se passe quand quelqu'un oublie le rituel. L'an dernier, un employé a oublié la porte arrière. Le lendemain matin, on a retrouvé la serrure de l'intérieur comme si quelqu'un l'avait ouverte de l'autre côté. Aucune trace de lutte. Juste une tasse de café encore tiède et une silhouette fine dessinée dans la poussière. Un sourire y était gravé. Le sel, Charlie disait, c'est la frontière la plus ancienne. Avant les croix, avant les prières, les hommes traçaient déjà des cercles de sel pour se protéger. Ce n'était pas de la magie, juste de la mémoire, une manière de rappeler aux morts où s'arrête le royaume. Alors, chaque soir, on répète, par habitude, par instinct, par peur. Certains soirs, tu sentiras le vent s'arrêter quand tu verses le sel, comme si l'air lui-même retenait son souffle. D'autres fois, tu entendras un rire étouffé au loin, comme si quelque chose essayait de t'imiter. Ne te retourne jamais, ne regarde pas à travers la vitre, et surtout, ne franchis pas ta propre ligne, parce qu'elle n'est pas seulement là pour les tenir dehors, elle est là pour te garder dedans. J'ai compris ça la nuit où le sel a cessé de briller. Oui, briller. Normalement, la lumière du néon le fait luire, comme des cristaux minuscules. Mais ce soir-là, tout était mat, froid, mort. Et à travers la vitre, sous le lampadaire cassé, Monsieur Widemouth souriait encore. Mais cette fois, il avait bougé. Un pas, un seul, vers la porte.
J'ai senti ma gorge se serrer, j'ai reculé lentement, et dans le reflet de la vitre, j'ai cru voir son visage juste derrière le mien. Un sourire identique, plus large, plus humain. J'ai fermé les yeux et j'ai versé le reste du sel d'un seul geste. Le sac s'est vidé, le sel s'est répandu partout et soudain, le néon du mot « stop » s'est rallumé. Juste ce mot, rouge, vibrant, comme une alerte divine. Quand j'ai rouvert les yeux, M. Weymouth avait disparu. Le vent soufflait à nouveau et la nuit s'est remise à respirer. Depuis, je ne parle plus pendant le rituel. Je trace, je ferme, je prie. Parce que je sais que tant que le sel reste pur, Grady's reste un refuge. Mais je sais aussi qu'un jour, la pluie viendra et qu'aucun sel au monde ne pourra retenir ce qui attend dehors. Charlie baisse la tête, le ton grave, presque résigné. Tu comprends maintenant pourquoi je reste? Pourquoi Joey ne quitte jamais son poste? Parce qu'on ne travaille pas ici pour vivre. On travaille ici pour empêcher le monde de mourir. Et toi, nouveau venu, si tu lis encore ce carnet, si tu respires encore l'odeur du gras et du café froid, alors trace bien tes lignes. Ne parle pas à ceux qui se tiennent dehors et ne te fie jamais à un sourire trop large. La nuit se termine. Le silence retombe. Le sel repose. Mais au loin, sous le lampadaire brisé, quelque chose attend encore. La prochaine et dernière partie, l'épilogue, te révélera la vérité cachée derrière Grady's et ce que devient celui qui connaît toutes les règles. Mais avant de la lire, abonne-toi à la chaîne Nuit d'horreur, parce que certaines histoires ne devraient être entendues qu'à la lumière d'un écran et d'une dernière tasse de café. Le jour n'entre jamais vraiment dans ce restaurant. Même quand l'aube s'étire à travers les vitres sales, la lumière semble s'arrêter juste avant d'atteindre le sol, comme si Grady's refusait de se laisser purifier. Je termine mon service comme toujours, une main sur le comptoir, l'autre serrée autour d'une tasse de café froid. Les néons grésillent, le panneau stop clignote faiblement, et dans le silence du matin, on entend seulement le bruit du vent contre les vitres. Le genre de silence qui fait croire que le monde s'est arrêté, juste pour reprendre son souffle. Tu es là, maintenant. Tu as tout vu. Tu as survécu à ta première nuit. Tu sais que les règles ne sont pas de simples consignes de travail. Elles sont des frontières, des incantations écrites à la main pour tenir la folie à distance. Et moi, je ne suis plus sûr d'être encore vivant. Chaque nuit que je passe ici me grignote un peu plus. Ce restaurant, c'est une bouche. Et nous, les employés, nous sommes les dents qu'elle use lentement. Certains partent, d'autres restent trop longtemps. Et un jour, ils deviennent des silhouettes derrière les vitres, observant ceux qui prennent leur place. Parfois, je me demande si Joey n'a pas commencé comme nous. Peut-être qu'un jour, il a juste oublié de partir, et que la mort a fini par le mettre à la caisse. Le placard à balai me hante plus que tout. Chaque fois que je range la serpillière, je vois la vieille feuille jaune trembler, légèrement, comme si quelqu'un respirait derrière la porte. Les mots sont presque effacés, mais je les connais par cœur maintenant. Commence ton service correctement. Sais ce qu'ils mangent. Les enfants morts mangent gratuitement. Garde toujours le café plein. Donne à Joey sa tasse de café. Trace les lignes de sel. 6 règles pour survivre à la nuit. Mais il y en a une 7e, non écrite. Celle que j'ai comprise trop tard. Règle numéro 7. Ne reste jamais plus longtemps que ton ombre. Tu veux savoir ce que ça veut dire? C'est simple. Quand tu commences à ne plus te souvenir de la date, quand tu réalises que ton ombre ne te suit plus aussi vite qu'avant, c'est le signe. Tu as servi trop longtemps, et Grady's commence à t'adopter. Joey m'a prévenu un soir. Sa voix était plus basse que d'habitude, comme si la mort écoutait derrière la porte. «
Tu sais, Charlie, la plupart des gens croient qu'on travaille ici pour nourrir les monstres. Et on fait quoi, alors? J'ai demandé. On les empêche d'avoir faim. J'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant, je sais. Grady's n'est pas un restaurant, c'est une digue. Un barrage entre deux mondes. Et chaque nuit, nous sommes ceux qui écopent. Ceux qui gardent la brèche fermée avec des friteuses, du sel et du café amer. Quand je ferme les yeux, je revois tous les visages, les enfants silencieux, les vampires polis, les sirènes aux cheveux mouillés, les gobelins sous les éviers, et Monsieur Whitemouse, toujours là, sous le lampadaire cassé. Son sourire me suit partout, même dans mes rêves, et j'ai peur un jour de le voir de l'intérieur. Il est presque 6 heures. Le ciel blanchit derrière la vitre, le premier rayon du soleil touche la cafetière, et quelque chose change dans l'air. Pas un miracle, juste une pause. Une respiration entre deux nuits. Je sais que je devrais partir, fermer la porte, laisser la clé dans la caisse et ne jamais revenir. Mais je reste. Parce que quelque part, je crois que si je pars, tout recommencera ailleurs. Un autre restaurant, un autre Charlie, une autre feuille jaunie. Le mal a besoin d'un lieu pour dormir, et tant que quelqu'un veille, il reste enfermé ici. Charlie lève la tête. Un faible sourire au coin des lèvres. Tu veux savoir un secret, gamin? Les monstres ne sont pas ceux qui viennent la nuit. Ce sont ceux qui ne savent plus quand partir. Si tu entends cette histoire, si tu regardes cette vidéo tard dans la nuit, et que le mot « stop » clignote encore dans ton esprit, souviens-toi. Le sel garde les ombres dehors, mais le café garde les vivants éveillés. Alors, la prochaine fois que tu passes devant un fast-food désert à 3 heures du matin et que tu vois une lumière encore allumée à l'intérieur, ne t'arrête pas. Ne regarde pas trop longtemps à travers la vitre et surtout, ne souris pas à ceux qui te sourient en retour. Et si malgré tout, tu sens que quelque chose t'observe depuis la route, une silhouette fine, immobile, sous un lampadaire cassé, ne panique pas. Trace une ligne de sel, verse une tasse de café et murmure doucement « Je ne suis pas encore des vôtres ». Un dernier silence. Le bruit d'une cafetière qui s'éteint, puis un souffle. Le service est terminé. Si tu as survécu à cette histoire, alors tu fais déjà partie de ceux qui savent. Abonne-toi à la chaîne Nuit d'Horreur pour ne jamais rater la prochaine nuit, car chaque like, chaque commentaire, c'est une lampe de plus allumée dans l'obscurité. Et crois-moi, on aura besoin de toute la lumière possible.